Menace, un film de Edmond T. Gréville de 1940, scénario de Kurt Alexander, avec dans les rôles principaux Mireille Balin, Ginette Leclerc, Wanda Wengen, qui est l'épouse du réalisateur, Eric von Stroheim, John Loder, Jean Galland, le sujet, dans un hôtel du quartier latin. C'est l'hôtel des grands hommes, place du Panthéon, qui existe d'ailleurs toujours. Donc dans cet hôtel, des émigrés d'Europe de l'Est vivent les événements de 1938-1939. Les accords de Munich et l'espoir de la paix, puis la mobilisation et la guerre. Donc parmi les occupants de cet hôtel, on trouve différents artistes, leurs amoureuses, Mireille Balin, Ginette Leclerc, et puis un professeur autrichien, Erich von Stroheim, qui se suicidera de désespoir à l'occasion de la déclaration de guerre. Menace fait partie de ces films qui sont devenus célèbres non pas en raison de leur qualité propre, mais plutôt en raison de leur réalisation mouvementée, pleine de rebondissements et de péripéties. En effet, c'est un petit film de propagande belliciste qui serait certainement tombé dans l'oubli sans les circonstances mouvementées de sa genèse. D'ailleurs, durant toute sa carrière, Edmond T. Gréville a été un réalisateur de second plan, ce qui n'est pas infamant en soi, simplement il n'a pas réalisé de films importants qui auraient pu marquer les esprits. En soi, le film Menace n'est ni meilleur ni pire que les autres films de T. Gréville. Donc, comme je le disais, il s'agit d'un film belliciste, écrit par un juif exilé, Kurt Alexander, qui souhaite absolument entraîner les Français dans la guerre contre l'Allemagne. La technique de propagande du film repose d'abord sur la volonté d'apitoyer le spectateur sur le sort des malheureux réfugiés d'Europe centrale fuyant le nazisme. L'histoire du scénariste juif Kurt Alexander est en fait une galerie de portraits dans laquelle chacun des cosmopolites qui habitent l'hôtel nous raconte ses mésaventures sur un ton plus ou moins pleurnichard. Et dans la galerie de portraits, il y a le grand professeur autrichien en exil qui va se suicider de désespoir d'une manière mélodramatique, rôle interprété par Erich von Stroheim qui nous refait le coup du capitaine von Rauffenstein de La Grande Illusion. Oui, dans La Grande Illusion, le capitaine portait une Minerve, ce qui donnait au personnage un aspect cassant et rigide. Ici, von Stroheim donc recycle le truc et porte un masque qui lui cache la moitié du visage qui a été défiguré durant la Première Guerre mondiale. Les différentes historiettes des cosmopolites qui habitent l'hôtel du film est censée provoquer chez le spectateur une haine du Boche et une volonté d'en découdre. Ce petit film militant s'inscrit dans une campagne belliciste de plus grande ampleur qui veut absolument, depuis 1933, que ces braves Français aillent se faire trouer la peau au nom de la défense des valeurs de la République universelle et cosmopolite. C'est ce bellicisme que décrit et dénonce le prophète Céline dans son livre Bagatelle pour un massacre. Ceci étant précisé, l'intérêt de ce petit film belliciste tient avant tout, comme je le disais en préambule, aux différentes aventures et péripéties qui ont précédé sa sortie en salle. En effet, il ne faudra pas moins de 3 tentatives pour arriver à la version définitive du film,
L'originalité du projet est de coller au plus près au réel et à l'actualité, et donc le destin des différents personnages qui habitent l'hôtel va être modifié par le cours des événements. La première fin du film, c'est en 1938, c'est la paix trompeuse de Munich. Mais évidemment, il va falloir refaire ce dénouement en 1939 puisque il y a mobilisation et il y a déclaration de guerre. Le film sort en mars 40, mais il ne peut pas être diffusé et il sera refait une troisième fois, enfin modifié une troisième fois dans sa fin en 44 pour arriver à un autre dénouement. Par ailleurs, le film va subir une série de coups du sort qui va en faire en quelque sorte un film maudit. Alors, premier problème, en 1938, le film est interrompu pour un défaut de financement, mais ça, c'est assez banal dans le cinéma français des années 30. Plus grave, en 1939, les négatifs sont détruits lors de l'incendie des laboratoires de Saint-Cloud. Le film doit donc être tourné une deuxième fois. Et là, Gréville va devoir affronter de grandes difficultés techniques, car nous sommes en pleine mobilisation générale. Les acteurs ne sont pas tous là en même temps, les techniciens non plus. Il est très difficile de tourner des séquences entières et qui se tiennent. Le film, finalement, au prix de grands efforts, sort en mars 1940, mais il doit être retiré de l'affiche en raison des événements. Gréville reprend le tournage en 1944 pour donner une fin optimiste au film, avant d'ailleurs de se raviser pour tourner une autre fin pessimiste. Bon, en tout cas, en 1944, il reprend son ouvrage, mais là, il va se heurter à un problème inattendu, qui tient aux actrices Ginette Leclerc et Mireille Balin. En effet, en 1944, ces deux actrices sont indisponibles pour cause d'épuration. La malheureuse Mireille Balin s'est fait violer et torturer par des justiciers communistes et gaullistes. Quant à Ginette Leclerc, ça ne vaut guère mieux, elle est incarcérée. Mais rien n'arrête Gréville qui va finir son film sans montrer Mireille Balin à l'écran, alors même qu'elle avait un des rôles principaux. Et quant à Ginette Leclerc, il croit astucieux d'avoir recours à une doublure. C'est ainsi que on voit la façade donc de l'hôtel dans lequel se situe l'action. Une fenêtre s'ouvre. Une femme apparaît, elle fait des grands signes de la main, c'est censé être Ginette Leclerc. D'ailleurs, il est assez cocasse que ces deux actrices aient commencé pleines d'enthousiasme ce film anti-Bosch en 1938 et qu'elle n'ait pas été en mesure de le terminer en 1944 en raison de leur collaboration horizontale avec ces mêmes Bosch ou avec des amis des Bosch. Cet épilogue inattendu et indépendant de la volonté de son réalisateur donne un petit peu de piment à ce film très fade au demeurant. Oui, les deux actrices principales de ce film Croisade, anti-Bosch, indisponibles en raison de leur béguin pour l'ennemi héréditaire, ça ne s'invente pas. Un joli pied de nez au discours belliciste des Gréville et Alexander. On n'est jamais aussi mieux trahi que par ces coquines d'actrices qui ont toujours un petit faible pour les mauvais garçons. Et même si elles le payent cher, car tout le monde sait que les histoires d'amour finissent mal en général.